Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale, je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Dans ce nouvel épisode, j'ai envie de parler avec vous de la santé mentale de votre animal et de vraiment mettre en lumière la santé mentale des animaux parce que malheureusement, elle est beaucoup trop sous-estimée. Je fais une petite aparté avant de commencer, mais quand j'ai fait mes recherches pour cet épisode, j'ai juste écrit sur Google santé mentale animaux et j'ai vu uniquement des articles sur la médiation animale, sur l'apaisement de la santé mentale de l'humain par l'animal, mais en aucun cas on parle de la santé mentale des animaux alors qu'elle est primordiale. J'avais déjà parlé de santé mentale dans un précédent épisode et comme je vous le disais là, j'ai vraiment envie de centrer sur la santé mentale des animaux, alors que l'épisode précédent parlait de santé mentale plus sur le côté humain, même si bien sûr, tout ce qui se dit pour l'humain s'applique aussi pour l'animal. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. On ne peut pas parler de bien-être sans parler de santé mentale, puisque l'état de bien-être, par définition, c'est le bien-être global, c'est à la fois la santé physique et à la fois la santé mentale. C'est à la fois le bien-être physique, le bien-être corporel, et à la fois le bien-être mental et le bien-être émotionnel. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai 2 questions à vous poser et j'aimerais que vraiment vous y répondiez le plus sincèrement possible, sans essayer de vous mentir à vous-même. Si vous voyez que votre animal a une plaie, qu'est-ce que vous faites ? Et si vous voyez votre animal stressé, qu'est-ce que vous faites ? La réponse devrait être la même, c'est-à-dire je consulte un professionnel compétent dans le domaine pour lequel j'ai besoin de lui. À savoir un vétérinaire si c'est une plaie physique et un praticien en communication animale ou kinésiologie quand il y a du stress. En fait, vous ne devez pas avoir une réaction distincte selon la question, selon qu'on parle de bien-être physique ou de bien-être mental. Que la plaie soit visible ou invisible, elle est présente. Et pour le coup, quand ça touche au corps, on va être bien plus souvent sur une plaie physique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des plaies invisibles qui là touchent beaucoup plus le côté mental et émotionnel. Entre parenthèses, il y a aussi des maladies physiques qui ne se voient pas. Je pense par exemple aux tumeurs en interne. Là, vraiment pour illustrer, je distingue bien visible, c'est physique, et invisible, c'est mental, émotionnel. Pour ces questions, je suis convaincue que la majorité d'entre vous a répondu tout de suite « je soigne la plaie et si ça ne va pas, j'emmène mon animal chez un vétérinaire ». Alors que pour la deuxième question, votre animal stressé, vous essayez de le rassurer, mais sans chercher à réellement comprendre le fond du problème. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chercher à savoir pourquoi votre animal stresse, mais en fait, peut-être se dire « Ah ben mon animal stresse parce qu'il y a eu un bruit. » D'accord. Mais pourquoi il a eu peur de ce bruit ? En fait, c'est ça qu'il faut aller chercher dans le travail en émotionnel, et c'est quelque chose qu'on met complètement de côté. Et je n'ai absolument pas envie de vous culpabiliser dans mon discours, puisque, je vous le rappelle et je vous le redirai toujours, j'ai été dans cette insouciance, dans ce manque de connaissances, j'y ai été aussi aujourd'hui avec mon travail, j'ai appris à aller chercher plus loin, j'ai appris à observer encore plus, j'ai appris l'importance de la santé mentale, autant humaine qu'animale, mais je me suis retrouvée aussi dans le cas où mon animal stressé, je me disais oui ça va passer. Non, en fait, quand un animal stresse surtout à répétition, c'est qu'il y a quelque chose d'ancré et de profond et qu'il faut l'accompagner réellement. La santé mentale, elle peut être impactée par des choses qu'on sous-estime beaucoup. Et il y a notamment 4 points clés à mon sens qui peuvent impacter la santé mentale. C'est l'environnement,
les interactions avec les autres animaux, qu'il s'agisse d'animaux de la même espèce ou non, les interactions avec l'humain et le passé, l'histoire de votre animal. Pour en parler plus en détail, l'environnement de votre animal et notamment l'impact sur la santé mentale lié à l'environnement, ça peut être un manque de nourriture ou une nourriture en quantité limitée. Il y a des chances ensuite que votre animal ait un rapport à la nourriture stressant. En disant ça, je pense à Rosie, ma minette, que j'avais récupérée à la SPA, elle avait 4 ans. Quand elle vivait avec les autres chats à la maison, vraiment la nourriture, c'était important pour elle, c'était sa gamelle, elle ne voulait pas que les autres approchent. Donc quand un autre chat s'avançait vers les gamelles de croquettes pour manger, elle lui passait devant en courant, elle mettait sa tête au-dessus de la gamelle et elle faisait semblant de manger. Elle n'a jamais attrapé une croquette, elle faisait semblant de manger pour protéger ses ressources parce qu'elle avait peur de manquer. Et ça, c'est une peur qu'elle a gardée très très longtemps. Et je ne travaillais pas en émotionnel à ce moment-là. Je ne me rendais pas compte à quel point, en fait, c'était un traumatisme et c'était pas juste drôle de la voir faire semblant de manger. Elle avait un traumatisme que j'ai ignoré. L'environnement, ça peut être aussi un manque de liberté de mouvement. Je pense à un animal qui est enfermé dans un lieu étroit, ça peut être les chevaux en box, les chevaux qui passent 23 heures sur 24 dans un box. Il y a du stress émotionnel et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de chevaux, malheureusement, développent des troubles qu'on appelle des tics dans le monde du cheval parce qu'en fait, ils s'ennuient et leur besoin de cheval n'est pas respecté. Dans l'environnement, il peut aussi y avoir l'absence de lumière, un animal qui vit dans le noir constamment, qui vit enfermé. Alors, c'est de la maltraitance, on entend, mais ça, c'est quelque chose qui peut aussi le stresser et après, l'animal peut avoir beaucoup de mal avec les changements de luminosité, tout simplement. Ça, ce sont des exemples de santé mentale qui peut être affectée par simplement l'environnement dans lequel l'animal vit, dans ses conditions de vie. Mais l'impact sur la santé mentale peut aussi être fait à travers les interactions avec d'autres animaux. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir aussi une incapacité à communiquer avec les bons codes. Par exemple, un chien qui n'a jamais vu d'autres chiens, qui a été sevré trop tôt, n'aura pas les codes nécessaires pour communiquer de façon juste avec les autres animaux. Donc ça va générer du stress, et pour lui et pour les autres animaux. Donc les interactions, c'est hyper important selon les espèces d'avoir des animaux qui ont les codes de leur espèce et pas uniquement les codes de l'humain. Et ça, on a tendance à trop l'oublier puisque ça reste des animaux, il faut qu'ils communiquent entre eux. Concernant mes chats par exemple, j'interviens très rarement dans leurs interactions. Ce sont leurs interactions et je n'ai pas à intervenir avec mes codes d'humain. Ils doivent se débrouiller avec leurs codes de chat. Pareil quand je vais voir mon cheval dans son troupeau, s'il y a les chevaux qui ont besoin d'interagir entre eux, je les laisse faire. Je mets juste au clair que je ne dois pas être au milieu de leurs interactions. Mais par contre, s'ils ont besoin d'interagir, que ce soit se faire des gratouilles ou se mettre un coup de dent, ils sont libres de le faire puisque ce sont leurs codes de chevaux et c'est important de les laisser communiquer avec leurs codes, sinon on crée de la frustration. De même, les interactions avec l'humain peuvent être source de stress et impacter la santé mentale de l'animal. Sans parler de maltraitance, les interactions de l'humain sont parfois maladroites avec l'animal. Exemple typique, un animal qui a peur de l'homme qui approche de l'animal. C'est un manque de respect, c'est générer du stress. Moon, ma minette, vous lui faites ça, elle s'en va, mais elle stresse. C'est pour ça que la consigne est claire. Personne n'approche Moon sans son consentement. Point. Comme ça, elle sait qu'elle est en sécurité et elle n'a pas à stresser puisqu'elle sait que quand un humain entre chez elle, il ne va pas chercher le contact avec elle. Un autre exemple tout bête d'interaction entre l'humain et l'animal, je pense encore au chat, mais c'est le passage de l'aspirateur. Pour la majorité des chats, c'est un stress énorme. Vraiment, alors pour le coup, mon deuxième chat Simba qui n'est pas du tout craintif, l'aspirateur pour lui, mais c'est un enfer. Mais je vois sa tête se décomposer, son regard, ça me brise le cœur à tel point que je me pose la question d'arrêter de passer l'aspirateur. C'est peut-être extrême, je vous l'accorde, mais ça le stresse. Et finalement, pour lui,
L'aspirateur est associé à moi. C'est moi qui décide de passer l'aspirateur et il sait très bien quand je commence à faire le ménage, il sait parfaitement comment ça va finir. Mais ça lui génère du stress et ça m'embête parce que je n'ai pas de solution pour le coup pour le déstresser si ce n'est arrêter de passer l'aspirateur. Et enfin, parmi les éléments qui peuvent impacter la santé mentale, il y a bien évidemment le passé et ce qu'a vécu votre animal dans sa vie. Que ce soit avec vous ou sans vous, il peut avoir vécu des stress, voire des traumatismes, voire des chocs. Enfin, il y a plein de niveaux de stress possibles, il y a plein de gravités de stress possibles entre guillemets. Et ça peut être dans toutes les étapes de sa vie. Dès la conception, il peut y avoir du stress. À la naissance, pareil, au sevrage. Le sevrage est une grande étape dans la vie de l'animal. Il ne faut pas l'oublier, c'est bien souvent source de beaucoup de stress, même si ça ne se voit pas forcément. Et là, je ne parle même pas d'un passé d'un animal maltraité. Je parle vraiment juste des étapes de vie indispensables à l'animal, puisque 90%, peut-être même plus, des animaux vont être sevrés, en tout cas des animaux domestiques. Et là vient la partie qui vous concerne un peu plus, c'est que vous avez un rôle important à jouer dans le bien-être mental de votre animal, dans son bien-être émotionnel et dans son apaisement psychologique. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Ça paraît compliqué, mais votre rôle est très très simple. La première chose, c'est d'être à l'écoute. Observez votre animal, écoutez-le pour le libérer du poids de son passé s'il en a besoin. Et si vous n'êtes pas capable de lui apporter l'apaisement nécessaire, c'est là que les professionnels en santé mentale vont pouvoir intervenir. Que ce soit la communication animale, la kinésiologie, même le shiatsu peut avoir de bons effets sur les blocages psychologiques. Vous avez le pouvoir d'accompagner votre animal. Peut-être pas seul, mais vous avez le pouvoir de l'accompagner et en tout cas, vous êtes le seul décisionnaire pour lui offrir ces séances-là, ces séances qui vont être nécessaires à son bien-être mental. Il n'y a que vous qui pouvez décider. C'est pas votre animal, malheureusement, ne va pas pouvoir dire aujourd'hui je vais me prendre une séance de communication animale parce que j'en ai besoin. Ça doit passer par vous. C'est donc important de rester à l'écoute de votre animal et ce n'est pas parce que votre animal stresse et ne va pas bien que ça fait de vous un mauvais humain pour lui. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être l'humain le plus attentionné du monde, couvrir tous ses besoins propres à son espèce, vraiment avoir l'animal qui vit dans des conditions les plus optimales. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de stress. Parce qu'on a tous du stress qui est plus ou moins important. Et en plus de ça, comme je le disais, son passé peut avoir impacté sa vie aujourd'hui. Une problématique de sevrage, vous avez beaucoup de chances derrière que ça conduise à une peur d'être seul, une peur de l'abandon. Et vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes absolument pour rien. Vous offrez la meilleure vie possible à votre animal, mais juste, il a grandi avec cette peur-là. Mais on peut l'en libérer, et c'est ça la bonne nouvelle. Pour apaiser sa santé mentale, vous pouvez aussi prévenir les événements importants dans sa vie. Ça va éviter de générer du stress, ou du moins ça va éviter de générer du stress en forte quantité. Je pense par exemple à un déménagement, à un nouvel arrivant dans la famille, que ce soit humain ou animal. Ce sont deux éléments hyper importants Le changement est toujours source de stress, c'est normal. Après, ça peut être aussi du stress positif, le stress n'est pas que négatif, mais au moins prévenir l'animal, savoir comment il se sent en envisageant cet événement et pouvoir lui expliquer que tout va bien, tu n'as pas à stresser, ok, il y a un nouvel arrivant dans la famille, mais tu restes avec nous, tu as ta place, ok, on déménage, mais t'inquiète pas, tu auras toujours tes jouets, tu auras toujours ton canapé, tout va bien en fait. Comme je le disais au début de cet épisode, le stress peut être invisible. C'est pas parce que votre animal ne manifeste pas de signes de stress qu'il ne stresse pas. De toute façon, tout individu, que ce soit humain ou animal, a du stress en lui. C'est normal. Le stress, c'est vital. On en a tous et on en a besoin. Si on n'a plus de stress, on ne vit plus. Puisqu'on ne mange plus, on n'a plus conscience du danger. Le stress est essentiel.
Mais pour prévenir le mauvais stress, entre guillemets, vous pouvez aussi offrir à votre animal des séances juste de bien-être, des séances totalement préventives. Une fois par an, vous pouvez vous dire, bon, je vais offrir une communication animale à mon chat, à mon chien, à mon cheval, peu importe, pour voir comment il se sent, pour le laisser s'exprimer sur ce qu'il a envie de dire. Et dans ce cas-là, vous désamorcez tout de suite la possibilité d'avoir un stress qui va grandir, grandir et encore grandir et qui va devenir presque insurmontable pour l'animal. Ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, c'est que la santé mentale est aussi importante que la santé physique. Mais malheureusement, du fait de son invisibilité, elle est bien souvent mise de côté parce qu'on a l'impression que tout va bien, mais en fait on ne cherche même pas à savoir. Pour certains animaux, y a un check-up annuel avec le vétérinaire, il y a un check-up ostéopathique annuel avec un ostéopathe pour s'assurer que tout va bien pour l'animal. Mais pour la santé mentale, on ne le fait pas. Pourquoi ? Pourquoi vous ne faites pas de check-up annuel à votre animal au sujet de ses émotions et de sa santé mentale ? Prenez le temps de répondre à cette question, c'est pas... Le but, encore une fois, n'est pas de vous culpabiliser, c'est juste d'éveiller les consciences et de mettre en avant que les émotions, l'émotionnel, le mental, le psychologique, tout ça, ça a un impact énorme dans la santé et le bien-être de votre animal. C'est 50-50. Vous ne pouvez pas avoir un corps qui fonctionne bien, un animal en bonne santé, si ses émotions sont complètement en vrac. La santé, c'est vraiment global, c'est autant physique qu'émotionnel, c'est autant structurel que psychologique, c'est un tout. Et on ne peut pas déroger à ça. C'est comme ça et ce sera toujours comme ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à le partager, à le commenter. Comme d'habitude, sentez-vous libre. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous envoie plein d'amour. Élise.